Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau tutoriel. On va découvrir dans le cadre de la playlist dédiée à ClickHouse, on va découvrir Apache Parquet, qui est un format de fichier. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et mettez un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Et n'hésitez pas à compléter cette vidéo en commentaire bien sûr. Alors jingle, et c'est parti. Alors avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser tout d'abord à un petit préambule pour faire des rappels par rapport au type de stockage qu'on a vu lors d'une précédente vidéo dédiée à ClickHouse. Donc aujourd'hui, comme on s'intéresse à Apache Parquet, on est obligé de s'intéresser forcément aux bases de données orientées colonnes, ou plutôt au stockage de données orientées colonnes. On n'est pas forcément sur un moteur de base de données exactement, et à l'OLAP. Donc on va pas revenir en détail sur ce que c'est juste un bref rappel. Donc là, on est dans le cadre plutôt d'une colonne family. Son intérêt, c'est quoi? On l'a vu lors de la vidéo précédente, ça va être plutôt de faire des traitements statistiques, et également avoir un stockage qui va être adapté, très fortement adapté, pour avoir des bonnes performances dans le cadre de cette exploitation statistique ou analytics plus globalement. Donc on avait vu que finalement, la différence entre l'orienté colonne et le stockage de type row, eh bien tout simplement le type row qu'on retrouve ici à gauche, on va scanner l'intégralité des lignes et l'intégralité des champs de chacune des lignes. Si on veut faire une somme sur une colonne, on va avoir bien sûr des difficultés puisqu'on va parcourir beaucoup de données qui vont absolument nous servir à rien du tout. Alors qu'à droite, avec l'orienté colonne, ce qui va se passer, c'est qu'on va parcourir les colonnes et uniquement les colonnes que l'on va processer ou sur lesquels on va réaliser un calcul. Donc bien sûr, on a un gain de temps assez considérable à la clé. Donc ici, j'ai voulu vous représenter le modèle row en mode un petit peu synthétique, c'est-à-dire la représentation visuelle qu'on a des bases de données avec une table toute simple, avec plusieurs champs. Eh bien en stockage row, vous voyez que ça donne ce qu'on retrouve en dessous, c'est-à-dire finalement une ligne avec à chaque fois une alternative entre... Ici, on a trois colonnes, prénom, âge, ville. Eh bien, on va venir imbriquer à chaque fois l'intégralité de chacune des colonnes et à chaque itération, ou à chaque ligne plus exactement. Donc, on a Paul, 31, Paris. On va avoir ensuite Pierre, 45, Caen. Janine 67, Lille, etc. Et donc là, vous voyez, on retrouve bien ce principe où on va scanner l'intégralité des données si on veut faire des calculs plutôt sur l'intégralité d'une colonne, par exemple. Alors là, je vous ai rajouté l'en-tête, mais c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, c'est pas de cette manière-ci exactement que c'est stocké. Alors que l'orienté colonne, eh bien, on repart sur le même principe, mais finalement, au lieu de faire ça, là, je vous ai vraiment simplifié les choses, mais on va faire en sorte de prendre une seule colonne et on va stocker l'ensemble des éléments de cette colonne, puis ensuite, on va prendre la seconde colonne, on va stocker l'ensemble des éléments de cette seconde colonne et ainsi de suite comme ça jusqu'à temps qu'on épuise l'intégralité des colonnes finalement. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est pas du tout représentatif, puisque j'ai fait exprès de passer des lignes pour que ce soit un petit peu visuel, et également j'ai rajouté les en-têtes, et là, bien sûr, c'est pas forcément comme ça qu'on stocke les en-têtes dans nos fichiers orientés colonnes. Alors finalement, revenons-en maintenant à Apache Parquet. Parquet, c'est quoi? Alors Parquet, c'est un moyen de stocker dans des fichiers des données et pouvoir du coup les processer très rapidement et en même temps d'avoir une taille relativement réduite. Et derrière, c'est quelque chose qui a été créé donc en 2013 par Cloudera et Twitter, et en 2014, ça a été livré finalement à la fondation Apache. Donc bien sûr, Apache Parquet est très utilisé en data science pour stocker des éléments, et notamment très souvent, ça va être stocker des éléments sur des buckets S3, ce qui va permettre d'avoir à la fois de la performance et un stockage relativement réduit, en tout cas par unité, et puis par ailleurs la capacité du S3, c'est-à-dire envisager en tout cas du stockage relativement illimité. Et donc on va le retrouver pour le stockage des data lakes notamment, donc je vous invite à aller voir la vidéo dédiée au data lake et au lakehouse, qui est finalement un croisement entre le data lake et le data warehouse. Donc bien sûr, Apache Parquet dispose de son propre site, donc avec l'hébergement dédié à Apache, à la fondation Apache, donc parquet.apache.org. Et puis également, Parquet va disposer également d'un dépôt GitHub sur lequel vous allez retrouver plein d'informations sur ce type de format et pourquoi ça existe. Là, je vous ai mis un extract par exemple, mais c'est simplement un rappel pour expliquer que Parquet dispose à la fois d'un format de compression qui va être
très important, donc qui va permettre de réduire fortement les données, et un encodage, donc on y reviendra un petit peu plus loin, la différence entre compression et encodage, un encodage qui va être aussi très performant pour réduire les données qui vont être stockées et pouvoir les parcourir le plus rapidement possible. Donc bien sûr, Parquet est utilisable dans de très nombreux langages, on le reverra à la fin de la vidéo avec une petite démo avec du Python, mais bien sûr Python c'est du data science, c'est étroitement lié, mais on va le retrouver dans du Golang, on va le retrouver avec du Rust, du C++, et vraiment beaucoup d'autres langages. Il est interopérable aussi, et ça c'est très important, avec d'autres outils. C'est pour ça que je l'ai imbriqué dans la playlist dédiée à ClickHouse. On va pouvoir l'utiliser avec ClickHouse, on va pouvoir l'utiliser également avec DuckDB, et tout ça sans stocker, sans utiliser le moteur de stockage dédié à ces outils, c'est-à-dire ClickHouse ou DuckDB. Ces deux outils permettent de fournir un outil en command line pour pouvoir parcourir d'autres types de fichiers, par exemple du CSV, mais également Apache Parquet. Donc là, on va retrouver l'intérêt d'Apache Parquet, éventuellement un stockage S3 qu'on va pouvoir interroger avec ces outils qui sont très performants et qui fournissent généralement du SQL tout simplement pour pouvoir interroger vos données relativement facilement. On va le retrouver également avec d'autres outils de la fondation Apache, type Trino, type Drill, type Ave, ou encore vous allez pouvoir retrouver l'utilisation tout simplement de Spark également avec. Donc je vous invite vraiment à aller voir le GitHub qui va vous fournir d'autres informations relatives à ces éléments-là. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Mais Apache Parquet, contrairement à ce qu'on a vu dans tout début de vidéo, n'est pas simplement dédié à l'orienté colonne. On va dire que c'est un hybride. Donc il se situe entre le raw et l'orienté colonne, et donc on va considérer que c'est un vrai hybride. Le stockage raw sous forme de fichier, on pourrait dire du CSV, c'est un exemple. Le stockage colonne en type de fichier, ça va être du type ORC, donc là c'est un petit peu plus particulier, et puis donc notre hybride qui est le format Parquet. Alors on considère que c'est un hybride tout simplement parce qu'il a une notion de groupe, et cette notion de groupe fait qu'on se rapproche à la fois de l'orienté colonne, mais en même temps on utilise des principes du format raw. Très brièvement, avant de rentrer plus en détail dans la structure, finalement on va avoir ce qu'on appelle les raw groups. Par exemple ici, si on prend notre cas de figure qu'on a vu tout à l'heure, si on définit un raw group de 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien finalement, au lieu d'imbriquer toutes les données d'une seule colonne à la suite, sans séparation, sans rien, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des blocs de ces éléments de la colonne en question. Donc par exemple ici, si on fait un row group de 2, je vais avoir Paul, Pierre, 3145, Paris, Caen, c'est-à-dire un bloc de 2, avec à chaque fois j'ai pris chacune des colonnes et j'ai parcouru 2 items, et puis ensuite j'ai Janine, Jean, 6722, Lille, Bordeaux, et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du fichier. Et donc jusqu'à la fin de la ligne, plus exactement. Et derrière, donc ce qui va se passer, c'est que sur ce principe de row group, on finit généralement avec un row group qui va être tout simplement avec une seule itération. Donc là, on retrouve à la fin Jean 27 Dakar. Donc son intérêt à Apache Parquet, on l'a dit, donc vitesse de requête en colonne, donc très rapide pour faire de l'analytics. Un taux de compression qui est extrêmement important, en tout cas assez intéressant. Si on prend du CSV standard, eh bien on va se retrouver avec 87% de compression, donc ce qui est quand même assez important, et différents types de compression qui sont fournis, donc gzip, LZO et Snappy par exemple. Et puis également le principe d'encodage, donc qui va permettre également de gagner en taille, mais également de gagner en vitesse pour parcourir les données. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la structure du fichier Parquet. Alors les fichiers Parquet, c'est un petit peu les poupées russes. Si on prend notre fichier de base, on va avoir 3 colonnes, nom, ville, âge. Et on va avoir pour chacune de ces colonnes, bien sûr, des données qui vont être dedans. Par exemple, ici, on a Paul, Caen, 33, Julie, Paris, 22, etc. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être de les découper pour pouvoir les stocker. Donc la première chose qu'on va faire quand on veut modéliser un petit peu la structure de Apache Parquet, on va utiliser les row groups. Donc nous, on a dit tout à l'heure qu'on avait un row group par exemple de 2, mais bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est relativement intéressant pour exploiter la donnée. Donc l'idée, c'est de trouver le row group qui va être suffisamment intéressant dans notre cas d'usage. Et donc derrière, donc là, on va découper par 2 row à chaque fois. Donc on va voir la row de Paul et de Julie, pardon, et de Pierre et de Xavki. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper des chunks. Les chunks, c'est quoi? Ça va être vraiment l'unité finalement un peu de stockage. C'est-à-dire que
on est dans un modèle qui se rapproche à l'orienté colonne. Là, tout à l'heure, on a fait qu'un découpage en row, donc là, c'est pas très intéressant. Maintenant, on va faire des chunks, c'est-à-dire qu'on va faire le croisement entre nos rows, en tout cas nos row groups qu'on a définis, et nos colonnes. Donc du coup, on va se retrouver avec des morceaux, c'est ce qu'on appelle les chunks. Donc là, on va se retrouver avec un premier morceau qui est Paul-Julie, le deuxième morceau, ça va être Caen-Paris, et 33-22, etc., ainsi de suite, de cette manière-ci. Et il faut savoir, on va pas rentrer dans le détail, mais ces chunks sont découpés ensuite en pages, qui sont les unités de stockage. Ces pages, eux, sont découpés ensuite en sous-éléments avec une en-tête, un header, un repetition level, un definition level. Ça, ce sont des éléments qui vont permettre notamment de jouer sur l'encodage et la taille des éléments. Ça va éviter, par exemple, d'avoir trop d'éléments répétitifs, ou en tout cas de gérer les éléments répétitifs. Et puis, bien sûr, à la fin, on a notre donnée qui est encodée. Donc, le repetition level, on va dire que c'est un nombre, le definition level, c'est un autre nombre, et ensuite, on a là vraiment la donnée que l'on souhaite stocker qui va être elle-même encodée. Alors justement, la compression et l'encodage. Qu'est-ce que l'un, qu'est-ce que l'autre? La compression, on ne va pas revenir dessus, c'est qu'en fait, on ne va pas altérer la donnée en elle-même, mais on va la compresser. Donc ça, c'est une première chose. L'encodage, là, par contre, on va altérer la donnée, c'est-à-dire on va aller la modifier de manière à faire en sorte qu'elle soit compressée et qu'elle soit plus facile à parcourir. Donc justement, si on prend deux exemples d'encodage permis par Parquet, on va voir le dictionnaire et le delta. Donc pour le dictionnaire, imaginons qu'on ait 4 lignes contenant Xavki. Donc 4 éléments. Et si on veut encoder sous forme de dictionnaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, on va revenir un petit peu, souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo dédiée à OLAP versus OLTP, et notamment la partie dénormalisation, eh bien on va se retrouver dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, j'ai 4 fois Xavki, je vais arrêter de répéter Xavki X fois, et donc je vais définir un élément qui va dire, ok, Xavki vaut 1. Et puis à ce moment-là, ce qui va se passer, plutôt que de stocker l'intégralité des caractères qui va prendre de la place, finalement, je vais stocker des 1 à la place et je vais stocker 4 1. Donc du coup, je suis capable de dire, ok, j'ai 4 fois Xavki en recoupant les deux. Le principe du delta, lui, est un petit peu différent. Imaginons qu'on ait 3 lignes, une avec Xavki, une avec Xavki 1 et une avec Xavki 1 et 2. Donc qu'est-ce qui va se passer pour stocker cet élément-là? Eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, ok, j'ai une première ligne qui s'appelle Xavki, tout simplement, et j'indique qu'elle vaut 0. Et puis derrière, ce que je vais faire, je vais fonctionner un peu par différentiel. Je vais dire, ok, là, ça vaut 5, puis 1. Alors, qu'est-ce que représente 5 puis 1? 5, c'est le nombre de caractères qu'on va récupérer finalement de l'élément précédent, donc en l'occurrence Xavki, sauf que là, ma deuxième ligne, c'est Xavki plus un élément supplémentaire. Donc Xavki 1 plus l'élément en question. Et puis, si on veut réitérer la même chose, le même principe, on va avoir Xavki 1, 2. Comment je vais procéder? Je vais dire 6, c'est-à-dire Xavki 1, donc l'élément qu'on avait finalement précédemment. Et puis, également, je vais rajouter le 2 à la fin, pour la valeur du 2 qui est finale, finalement. Et donc, je vais retrouver donc Xavki 1, Xavki 1, 2, sous cette forme-là. Donc on retrouve le format dictionnaire, le format delta. C'est des éléments qui sont utilisés par Parquet pour pouvoir réaliser un encodage performant. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est une brève démo avec à la fois un bout de code en Python et puis également Parquet CLI qui est également du Python. Vous retrouverez d'autres clients. Il existe, je crois, PQRS par exemple avec du Rust, mais vous avez plein d'autres clients que vous allez pouvoir utiliser pour parcourir Parquet. Nous, on verra dans une prochaine vidéo dédiée à ClickHouse comment on peut utiliser avec ClickHouse différents types de fichiers, donc du CSV, mais on retrouvera aussi à un bref moment l'utilisation du format Parquet avec ClickHouse. Alors nous, ce que nous allons faire, on va utiliser dans un premier temps un bout de code en Python, vous allez voir, c'est très facile, on va faire des copier-coller, donc allez dans le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir récupérer les éléments du fichier en question, le fichier s'appelle code.sh, vous allez retrouver tous ces éléments. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une VM et j'ai lancé pip install, PyArrow, Pandas et NumPy. Donc là, il va m'installer les 3 librairies en question. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un Python. Donc Python 3, comme ceci. Ensuite, on va simplement récupérer les éléments. Donc on va importer nos différentes librairies avec des alias à chaque fois. Donc on a PA pour PyArrow, on a PD pour Panda et on a NP pour NumPy. Ensuite, on retrouve pyarrow.parquet spécifiquement avec l'alias tout simplement PQ.
Donc là, on va importer nos éléments. Après avoir importé nos éléments, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement utiliser, donc créer ce qu'on appelle un data frame. Donc là, ça va être assez simple. Donc pour ça, on utilise Pandas, qui est très adapté pour ça. Et donc on crée notre data frame. Dans ce data frame, en gros, ça va être comme une sorte de gros dictionnaire. Et on va pouvoir stocker nos différentes colonnes. Donc là, j'ai dit colonne 1 avec 3 éléments dedans, colonne 2 avec 3 éléments dedans, alors j'ai mis n'importe quelle valeur, colonne 3 avec 3 éléments dedans. Donc là, tout simplement, je fais entrer, maintenant j'ai ma data frame. Après avoir eu ma data frame, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ce data frame en PyArrow. Donc là, c'est quelque chose qui est assez puissant pour pouvoir manipuler les choses sous forme de table notamment. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à écrire notre fichier, donc tout simplement avec l'alias PQ, donc qui est finalement un sous-élément, donc un module de PyArrow. On va retrouver ici donc WriteTable, donc un module qui va permettre d'écrire notre fichier. Et donc désormais, si je ressors, qu'est-ce qui se passe? Je vais retrouver mon fichier ici example.parquet. Donc si je fais un cat de example.parquet, ça va être relativement illisible. On va retrouver quand même des informations dedans. On va retrouver notamment les métadatas, mais on a nos données qui vont être encodées. Derrière, si je veux relire l'élément en question, eh bien tout simplement, je vais pouvoir repartir ici sur tout simplement notre PQ, donc qui est PyArrow parquet. Donc on va relancer notre Python, hop, ici. On va faire un table 2 égale donc pq.readTable, on veut lire le fichier, alors on se situe au même endroit, example parquet, alors je vais réimporter, pardon, hop, là voilà. Notre PyArrow parquet, c'est le seul dont on a besoin, on n'a pas besoin de constituer un fichier parquet, on va juste aller le lire, et là maintenant qu'on a un table 2, on va pouvoir aller le lire par exemple avec Pandas, tout simplement. Donc on va le faire comme ceci, et là on retrouve finalement le fichier sous forme lisible pour nous, c'est-à-dire colonne 1, colonne 2, colonne 3, et vous voyez qu'on a même un index juste devant, donc 0, 1 et 2. Donc là c'est très pratique. Donc vous voyez que sur ce principe de fonctionnement, il faut bien avoir en tête que quand on va écrire la donnée, on va l'écrire sous forme de colonne. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même relativement particulier à faire. Maintenant, on va passer à un second exemple qui va être l'utilisation de parquet.cli. Donc je vous ai remis ici, donc on va faire un pip install parquet.cli, pardon. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, il nous a installé parquet CLI. On va télécharger un fichier, alors vous en trouverez plein, des fichiers de type parquet, vous mettez sample, parquet, file, etc. Vous allez le trouver très facilement. Nous, on va retrouver voilà, ce fichier qui est situé à cette adresse-là. On le télécharge, on va le retrouver à cet endroit-là. Donc on a userdata1.parquet. Donc là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser parquet, donc tout simplement notre ligne de commande, notre CLI, donc PARQ, tout simplement. Alors moi je suis sorti de la session, rentré sur la session de manière à pouvoir recharger mon profile tout simplement et le pass qui va avec. Donc on utilise park userdata parquet1, donc notre fameux fichier en question. Et là, vous voyez que c'est quand même très pratique parquet. Donc le premier élément, c'est qu'il va nous fournir des informations sur le fichier en question. Donc le nombre de colonnes, le nombre de lignes contenues, le nombre de row groups, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure. Alors là, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul. Et puis derrière, la sérialisation et le format. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir lancer un parc sur userdata parquet et on va pouvoir lui passer un schéma. Ça va permettre d'avoir les informations de comment est structuré le fichier en fait pour pouvoir se le représenter avant de l'interroger. Donc là par exemple on va retrouver l'ensemble des colonnes et pour chacune des colonnes on va savoir le type de cette colonne, est-ce que c'est du string, est-ce que c'est du integer, etc. et le libellé de ces colonnes. Derrière maintenant on va pouvoir ensuite passer un head et on va pouvoir limiter comme un head classique finalement sur Linux, on va dire voilà je veux que 2 lignes et derrière on va retrouver ensuite l'intégralité. Alors vous voyez que là il split de manière à rendre les choses un petit peu plus lisibles, on va retrouver l'intégralité de nos colonnes, vous voyez ici on retrouve l'id par exemple, le first name, etc. et derrière surtout il faut bien voir qu'on a un retour à la ligne qui est fait
mais néanmoins, c'est comme si on avait tout sur la même ligne ici, donc toute la ligne 0, tout simplement on retrouve ici toute la ligne 0 de cette manière-ci. Donc là, c'est très très pratique. On va retrouver aussi le tail, donc de manière à prendre finalement les dernières lignes de notre fichier en question. Et puis enfin, on va pouvoir lui passer un "count", par exemple ici, de manière à pouvoir consulter le nombre de lignes qui sont présentes dans notre fichier. On sait qu'ici on a 1000 lignes, et on l'a vu tout à l'heure, quand on a lancé tout simplement notre commande park directement sans option, on savait qu'on avait 1000 lignes ici puisqu'on avait nos num rows. Et vous voyez que finalement ParquetCLI est relativement limité puisque finalement on ne peut pas faire de calcul dessus, passer de requêtes. Donc pour ça on va utiliser plutôt des outils comme ClickHouse ou également DuckDB qui vont être très très pratiques pour ça puisqu'on va pouvoir utiliser du SQL. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette découverte de Parquet vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner des éléments en retour. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Et puis mettez des pouces bleus, parlez-en autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao!